Nabo News Radio, la radio qui rassemble. La qualité fait la différence. Voilà, amis auditeurs, bonsoir, bienvenue. Si vous nous prenez en marche maintenant, sachez que vous êtes sur Nabo News Radio. Nabo News Radio. Vous nous écoutez depuis la métropole de Washington DC. Vous êtes sur LCNN, c'est le canal Nabo News. Et donc, nous sommes avec vous ce soir pour parler de l'actualité de notre pays, l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer, comme je vous l'ai annoncé dans notre titre, de décrypter un tout petit peu, l'événement qui a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit donc du meeting de l'opposition ivoirienne, un meeting qui a été annoncé pour être une démonstration de force en vue de prouver la majorité. L'opposition ivoirienne a voulu montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'elle était majoritaire, et donc elle voulait contraindre le pouvoir en place à s'asseoir autour de la négociation. Donc ce que nous avons vu ce matin nous montre que certainement que l'objectif n'a pas été atteint à 100%, puisque le stade Félix Houphouët-Boigny, où les militants et les partisans de l'opposition ont été invités, n'a pas été plein comme cela avait été souhaité. Nous allons donc essayer d'en parler avec un invité que j'ai depuis le Canada, le frère Nyeba Nguessan, que vous connaissez déjà. Voilà. Alors, bonsoir, monsieur Nyeba, comment allez-vous? Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous aussi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble ce soir pour essayer de parler encore une fois et encore de notre pays, de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y avait un meeting de l'opposition et donc on va essayer d'en parler. Et donc, je voudrais donc vous dire merci et vous accueillir avec avec notre jungle. Hein. Voilà, amis auditeurs, donc si vous êtes bien calés dans votre fauteuil, merci de nous prendre en marche. Nous sommes sur LCNN, et donc c'est le canal Nabo News depuis la métropole de Washington DC. Je suis en compagnie de M. Nyeba Nguessan Isaac depuis le Canada pour essayer de jeter un regard sur la situation sociopolitique de notre pays, mais surtout pour parler, disons, du meeting de l'opposition qui a eu lieu aujourd'hui. Une date a été annoncée, 10, 20. Ce sont des chiffres. Et donc, vous avez vu que cette date était annoncée pour être, inscrite dans les annales de la politique, de l'opposition de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous étions, très préoccupés pour suivre ce qui allait se passer. Monsieur Nguessan Isaac, vous êtes avec nous. Vous avez certainement suivi le meeting de l'opposition ce matin. Quelle analyse faites-vous de façon générale de ce rassemblement de toute l'opposition ivoirienne pour contraindre le pouvoir à la table de négociation? Je dirais simplement que l'opposition a crié à corps et renfort de publicité depuis quelques jours déjà, annonçait ce meeting, grand renfort de publicité. Et comme vous venez de le dire, c'était une occasion pour cette opposition, avec des centaines de partis politiques rassemblés autour des 12 partis politiques essentiels, de démontrer une mobilisation populaire dans le stade Houphouët-Boigny en vue de contraindre le pouvoir
incarné par le président Alassane Ouattara, à s'asseoir à une table de discussion et à faire des concessions. Mais ce à quoi on a assisté, c'est pas ce qu'on avait pensé, le résultat a été un fiasco. Un fiasco, je le dis tout net, le Tsoumani qu'on nous avait annoncé au finish, le stade a été rempli à moitié. Les gradins font, je vous dis, 45 000 places. Et puis, la pelouse fait 5 000 personnes assises. Donc, ça fait 50 000 personnes. Mais ce à quoi on a assisté, on avait environ entre 22 000 et 25 000 personnes dans le stade. Donc, c'est un échec. J'ajoute d'ailleurs qu'un confrère de France 24, Pierre Pinto, l'a reconnu parce qu'il était dans le stade, il a vu les choses de près et il a dit que le stade est rempli à moitié. Voilà. C'est un échec. Voilà, un échec. L'opposition, dans les discours que nous avons entendus, tout à l'heure, nous allons passer des éléments vidéo sur lesquels nous allons essayer de revenir dans les discours qui ont été, disons, dits par les responsables de l'opposition. L'opposition reproche au pouvoir en place d'avoir empêché par des actions, par certaines actions, les militants d'accéder disons, au stade Félix Houphouët-Boigny. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette... nous ne sommes pas témoins et nous ne croyons pas à ces sortilèges. Vous savez, en Afrique, quand on échoue, on a toujours un bouc émissaire quelque part. On invente des bourreaux pour justifier, pour masquer son incompétence. Voilà, notre invité a quelques soucis. Nous allons... Nabo News Radio, la radio qui rassemble. Voilà, amis auditeurs, si vous nous prenez en marche, quelques soucis techniques ne nous permettent pas d'avoir notre invité qui va se reconnecter tout à l'heure. En attendant, je vais vous proposer, disons, une petite respiration musicale et puis nous revenons. Mais sachez que nous sommes ici pour parler un peu du meeting qui a été organisé ce matin par l'opposition ivoirienne, un meeting qui avait pour objectif de contraindre, disons, le pouvoir à la table de négociation, un meeting également dont l'objectif était de lancer les activités de la désobéissance civile qui a été annoncée par le président Bédié à la tête de la coalition des partis politiques de l'opposition et de la société civile. Donc, nous allons essayer de parler un tout petit peu de ce meeting, quels ont été les moments forts, quelles ont été les forces et les faiblesses de ce meeting. Je vous le rappelle, c'est un meeting dont l'objectif était une démonstration de force pour, disons, prendre à témoin l'opinion nationale et internationale en termes de majorité. Et donc, ce à quoi nous avons assisté ce matin, peut-être ce n'est pas totalement l'objectif atteint puisque le stade qui était annoncé pour avoir 1 million de participants n'a pas atteint les objectifs, disons, escomptés. Nous avons avec nous un invité depuis le Canada pour en discuter. En attendant, je voulais vous proposer une respiration musicale et nous revenons tout à l'heure dans le studio avec notre invité pour continuer la discussion. Et nous avons eu des petits soucis techniques avec notre invité que nous allons, disons, accueillir à nouveau. Voilà, qui est avec nous. Voilà, Monsieur Nieba, bienvenue. Je crois que Merci. Vous nous entendez Oui, j'entends très bien. On a eu un petit souci technique. Voilà. Si vous m'entendez, c'est une bonne chose. Très, très, très bien. Vous êtes reçu parfaitement ici dans le studio. Je crois que c'est bon. Nous étions donc en train de parler donc de cette situation, de la situation sociopolitique de notre pays, et donc, du meeting qui a eu lieu ce matin. Et donc, on était en train de faire le point. Et je vous disais que on a parlé des chiffres, hein,
au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny ce matin. Et donc, j'ai dit que l'opposition accuse donc le pouvoir d'avoir mis en place certaines dispositions, des dispositifs qui n'ont pas permis à tous les militants d'avoir accès au stade. Quel commentaire faites-vous? Moi, je raisonne à chaud pour dire que quand on est devant un échec, tout bon Africain trouve toujours des boucs émissaires. On trouve des boucs émissaires, ils arrivent au stade, ils constatent que le peuple n'a pas suivi, il faut toujours trouver quelque chose à dire, c'est ça le politicien, c'est la malhonnêteté. On dit non, c'est parce que on nous a empêché d'avoir accès au stade. Mais on ne peut pas vous donner les clés du stade pour vous empêcher d'y avoir accès. C'est quand on ne veut pas que vous ayez accès au stade, on ne vous donne pas les clés. Donc, moi, je trouve que ce sont des faux arguments qui ne tiennent pas. Devant un échec, en fait, ils sont en train de pleurer. Voilà. D'accord. Alors, ce que nous allons faire, nous allons essayer, nous avons écouté les discours des organisateurs. D'abord, nous avons écouté le discours du président Bédié, c'est, disons, je peux dire le porte-parole, disons, de la coalition, si on peut le dire ainsi, des partis de l'opposition. Nous avons écouté également le discours de M. Pascal Affi-N'Guessan, deux personnalités dont les dossiers de candidature ont été validés par le Conseil constitutionnel. Et puis, nous essayons d'écouter également d'autres personnalités qui, au préalable, auparavant étaient membres, disons, de la coalition qui est au pouvoir. Et puis, ensemble, nous essayerons de parler, de décrypter un peu, disons, ces discours. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons vous proposer, disons, le discours de Monsieur le Premier ministre Affi-N'Guessan, président, je ne sais pas si je peux dire du Front populaire ivoirien, parce que nous avions également, disons, Monsieur Assoadou qui a parlé également au nom du Front populaire ivoirien. Je vous propose... Affi est un président autoproclamé d'une branche du FP, du Front populaire ivoirien. D'accord. Je vous propose donc d'écouter le discours de Pascal Affi-N'Guessan et nous revenons sur le plateau. Je voudrais dire que nous sommes là. Je prends la parole spécialement pour dire que nous sommes là. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là parce que M. Alassane Ouattara a dépassé les bornes. C'est parce qu'il a dépassé les bornes que nous sommes tous rassemblés ce jour. Il a dépassé les bornes du mensonge. Il a dépassé les bornes de la division. Il a dépassé les bornes de la manipulation des institutions, de la violation des droits de l'homme, des textes fondamentaux. Il a dépassé les bornes de l'ingratitude. Parce que M. Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire, nous devons la reconstruire. Et c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Et c'est pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, la renaissance de notre pays, que nous sommes rassemblés ce jour. C'est vrai que nous mettons au centre de nos revendications le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, la réforme en profondeur de la Commission électorale indépendante, la réforme du Conseil constitutionnel, le retrait de sa candidature de l'élection présidentielle à venir, le retour du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, d'Akossi Benjo, la libération de tous les prisonniers politiques. C'est parce que notre pays est en crise que nous observons tout cela. C'est pour cela qu'au-delà de tout cela, le mot d'ordre de désobéissance civile vise à obtenir la transition politique
pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec la transition politique, nous n'aurons plus de prisonniers politiques. Nous n'aurons plus d'exilés politiques. Nous n'aurons plus la division de la Côte d'Ivoire. Tous les fils de ce pays vont s'asseoir autour de la même table pour penser les blessures de ces 30 ans d'affrontements, de conflits, de meurtrissures, de violences. C'est bouclé, c'est calé, c'est géré. Mais ils oublient que ce pays, la Côte d'Ivoire, est le pays du Zouglou et du coupé-décalé. C'est le pays où on redresse les politiques tordues. Là où c'est bouclé, nous allons couper. Et là où c'est calé, nous allons décaler. Voilà, alors voilà, on vient d'écouter le Premier ministre Affi N'Guessan dans son allocution. Et donc, les mots qui nous reviennent, c'est un peu la transition, hein, ça c'est nouveau dans le discours de Affi N'Guessan. Et donc, quel commentaire faites-vous à chaud de cette, disons, déclaration, de ce discours de Affi N'Guessan? Oui, M. Pascal Affi N'Guessan a parlé parlant de Ouattara, il a parlé de bornes de mensonges, l'excès de mensonges, il a parlé de Ouattara en tant qu'auteur de division et de manipulation des institutions, il a parlé d'ingratitude, et il a parlé de la réforme du Conseil constitutionnel, de la commission électorale indépendante, et il a parlé de la libération des prisonniers politiques, il a parlé d'une transition politique. Mais apparemment, ça a été dit dans de bons mots, mais ce que je voudrais dire, Affi N'Guessan lui-même, il ne croit pas à ce qu'il est en train de dire. Il ne croit pas à ce qu'il est en train de dire. S'il y croyait depuis 2014, quand il a été libéré de prison et que ses amis ont posé les mêmes problèmes à cette époque-là, il aurait sauté sur l'occasion. Mais c'est lui qui a fait la division au Front populaire ivoirien. Donc, il est l'acteur principal, l'auteur de la division du RPI. Sinon, le RPI était un seul morceau. Quand ses amis lui ont dit, mettons-nous ensemble pour aller dans telle direction, il a refusé. Il a été celui-là qui a été de tout temps l'auteur ou le délateur qui a fait arrêter plein de ses amis. Vous voyez? Mais je réponds tout de suite. Affi N'Guessan ne savait-il pas que le Conseil constitutionnel n'était pas à son goût quand il va déposer son dossier? Ne savait-il pas que la commission électorale indépendante n'est pas à son goût et n'est pas républicaine entre guillemets, comme il le dit, quand il dépose son dossier qui est accepté par cette commission-là et qui est reçu par cette commission et qui monte jusqu'au Conseil constitutionnel qui retient son dossier. Mais je pense que Affi N'Guessan est dans un schéma où il veut se jouer de ses anciens camarades de parti parce qu'il n'est plus membre du Front populaire ivoirien, c'est un usurpateur. Il a été radié par 2 fois, donc devait écouter, être habité par la sagesse. Affi N'Guessan a été radié par le congrès de Mama, Gbagbo, et un autre congrès à Mossou. Les 2 congrès ont déjà mis Affi N'Guessan hors d'état de nuit parce que c'est une personne extrêmement dangereuse. Donc, il a compris qu'il y a un discours que ceux qu'on appelle les gores des extrémistes du Front populaire ivoirien veulent entendre. Donc, il est dans ce schéma pour les endormir après leur avoir créé tant de misère. La division, c'est lui. L'ingratitude, c'est Affi N'Guessan parce que c'est lui qui disait que les gars s'accrochent, ils agissent comme quelqu'un qui s'accroche au corbillard qui transporte le corps de son père. Donc, c'est-à-dire pour lui, Gbagbo est un homme mort politiquement, un homme mort pour la vie parce qu'il est à la cour pénale. Donc, les partisans de Gbagbo ne veulent plus penser à lui.
Donc voilà le jeu d'Afi, il veut les endormir, il fait de la manipulation, voilà, c'est ce schéma-là dans lequel il est. Maintenant, je voudrais dire à Afi, quand on parle de transition politique, quelle est la force en présence de laquelle le pouvoir en place se retrouve et est obligé de capituler, d'aller vers une transition? Il faut que cette force soit grande. Je rappelle à Afi N'Guessan que la CEDEAO s'est prononcée il y a 2 jours. L'Union africaine s'est prononcée il y a 2 jours. L'ONU s'est prononcée. Le ministre des Affaires étrangères de France s'est prononcé en faveur de l'élection le 31 octobre. Et le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, s'est prononcé et il a dit celui qui trouble l'ordre pendant les élections, il aura des problèmes. Mais Afi N'Guessan, est-ce qu'il est lucide dans la tête? Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Moi, je pense que il doit le savoir, mais il veut endormir ce qu'on appelle les babouriens du FPI. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de dire que Pascal Afi N'Guessan, malgré tout ceci, pourra aller aux élections le 31 octobre 2020? Oh, ben, il est dans un jeu et puis je pense qu'en ce moment, il doit avoir se poser, d'ailleurs, comme au PDCI aussi, il doit avoir un problème d'argent parce qu'une campagne présidentielle, mon cher frère, mon cher confrère, c'est pas du jeu, c'est pas un jeu d'enfant. C'est plusieurs milliards pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Donc, Afi est dans un jeu. Et puis, Afi est confronté au problème des textes du Front populaire ivoirien. Quand tu t'es déjà présenté, tu as fait 2 fois acte de candidature à l'élection présidentielle, naturellement, tu ne peux plus porter les couleurs du parti. Donc, il est en train d'endormir les extrémistes du FPI. Sinon, Afi n'y croit pas. Mais je crois que les gens du FPI sont très lucides. Ils savent le jeu dans lequel il est. Avez-vous le sentiment que l'opposition, disons les responsables de l'opposition ne parlent pas le même langage? Dans le discours d'Afi N'Guessan, on a entendu dire le retrait de la candidature de Ouattara, ce qui est, disons, la condition commune à tous les partis politiques de l'opposition. Mais l'autre élément que nous observons, c'est au niveau des institutions, c'est-à-dire de la commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel. On a entendu dire dans les revendications la dissolution du Conseil, du Conseil constitutionnel et la dissolution de la commission électorale indépendante. Dans le discours d'Afi, il a parlé de réforme de ces institutions. Entre réformer et dissoudre, je crois que je ne sais pas si il n'y a pas de nuance. Non, il n'y a pas de nuance. Réformer, c'est-à-dire, Afi pense qu'il faut autant pour le Conseil constitutionnel que pour la commission électorale indépendante, réformer, c'est de mettre un système en place où on donne un nouveau visage à ces institutions-là, mais lui, à son goût. Il pense qu'il représente toute la Côte d'Ivoire, donc on crée ces institutions-là, on les taille à sa mesure. Ce que lui veut, c'est ce qu'il dit. Sinon, les dissoudre, c'est les faire effacer. Parce que s'il va vers la dissolution, mais on dira simplement, ben, comme dans l'ancien temps, si ces 2 institutions n'ont pas marché, on ira vers, comme on a le ministère de l'Intérieur, qui est un organe de l'État, qui représente tout le monde pour que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Mais ils savent le danger. Donc, ils parlent de réforme. Mais la réforme, pour lui, doit être calquée sur ce que lui, il a dans la tête. Voilà la réalité. Mais il prend son rêve pour la réalité. Très bien. Nous allons, si vous voulez bien, M. Nieba, passer, disons, l'élément vidéo du président Bédié et nous revenons sur le plateau. Bravo à tous, ici réunis et ailleurs empêchés mais rassemblés. En un mot, nous sommes la majorité et nous avons donc l'obligation de protéger
notre loi fondamentale, la Constitution, de toute violation. Chers compatriotes, nous devons dire non au troisième mandat. Non, non au viol de la Constitution. Non à la CI inféodée. Non au Conseil constitutionnel parjure. Non à la liste électorale infestée. Chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, vous êtes un peuple digne qui sait résister à toute forme de dictature. Nous sommes fiers de vous. Grâce à votre détermination, la dictature du RHDP unifié sera vaincue. Elle sera vaincue dans quelques jours ou quelques semaines. Face à la menace d'agression perceptible des tenants du pouvoir contre les personnalités de l'opposition et l'incapacité de la CEI d'organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent, je demande ici, solennellement, au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électoral véritablement indépendant et crédible avant l'élection présidentielle prévue le 31 décembre octobre. Voilà, nous revenons sur le plateau. Voilà, nous avons écouté un extrait de l'allocution du président Bédié ce matin au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce que nous notons, c'est que le président Bédié appelle, disons, l'ONU à se saisir du dossier de la Côte d'Ivoire et de mettre en place un organe, disons, électoral indépendant et consensuel, si je résume ainsi. Quelle réaction avez-vous? Ben, moi, je pense que le président Bédié est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements et puis je pense qu'il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. Il a des notions d'oubli parce que dans son discours, dans la chute du discours, le président Bédié a parlé de l'organisation de l'élection présidentielle le 31 décembre 2020. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qui est très, très, très grave lapsus lingué. Ce n'est pas le 31 décembre 2020, mais c'est plutôt le 31 octobre 2020. Donc, il a ce problème, les coordinations des neurones dérangent un peu. Et quand il fait appel au secrétaire général de l'ONU, mais le secrétaire général de l'ONU lui a déjà donné la réponse. Mais les vieux ne le savent pas, à 86 ans, il est fatigué. La mission conjointe de la CEDEAO, j'explique au président Bédié, s'il m'écoute, quand on dit CEDEAO, c'est l'ensemble des pays de l'Afrique occidentale qui ont cet organisme-là en place et qui sont dedans, c'est un organisme politique, économique et tout ça là. Donc, il s'était partie prenante de la visite il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, mais ils ne se sont pas limités à cela. L'Union africaine était représentée par une forte délégation
qui est venu, qui l'a même rencontré. Et dans cette délégation au haut niveau, il y a le représentant du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Donc, ils étaient là, il y avait la CEDEAO, il y a l'Union africaine et l'ONU. Et ils ont fait une déclaration dans laquelle ils soutiennent le processus électoral, une déclaration dans laquelle ils disent qu'ils souhaitent que l'élection ait lieu le 31 octobre 2020. Ben, le président Bédié, qu'il m'excuse, mais il n'avait pas les oreilles fermées. Antonio Guterres qui parle, dont il parle, c'est son représentant qui était dans la délégation qui ont rédigé le document qui a été lu sur le perron de la présidence de la République. Donc, il a déjà la réponse. Mais moi, je pense que le président Bédié, qui sait déjà que les carottes sont cuites, il faut qu'il dise quelque chose. Mais vous voyez, le président Bédié dit qu'il s'est désolidarisé de Ouattara parce que Ouattara ne lui a pas fait la passe après, selon lui, 2 mandats. Mais on est dans une nouvelle république, une nouvelle constitution marque une république. Vous voyez? Donc, il sait qu'il y a beaucoup d'analphabètes dans la population, donc il se joue des gens pour atteindre ses objectifs. Mais je pense que, tout comme le FPI pro-Afrique Guessant, il y a un problème financier au sein du FPI et du PDCI-RDA. Il n'y a pas d'argent, donc le président Bédié est obligé de ruser pour atteindre ses objectifs. Voilà. Oui, oui, dans la déclaration du président Bédié, il faut lire aussi pour lui cette manifestation n'est que le début des actions qu'ils vont mener en termes de, disons, dans la continuité de la désobéissance civile. Est-ce que cela n'entre pas en ligne de compte disons, s'agissant, disons, du nombre, si on veut revenir sur le nombre de personnes qui ont été au stade au Fouet-Boigny? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est que le début, disons, de cette désobéissance civile et que le nombre ne pourrait pas être un aspect à prendre en compte? Ben, ça pourrait être, comme on le dit, un début à certaines actions, mais comme l'a dit Marc Pompeo, je le dis, Marc Pompeo, ce sont eux qui dominent le monde, quoi qu'on le dise, c'est les États-Unis. Et Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, celui qui trouble l'ordre public en Côte d'Ivoire, il va aller devant les juridictions compétentes. C'est ce qu'ils ont dit, Marc Pompeo. Vous savez, les Américains sont droits, ils sont directs dans ce qu'ils disent. Donc, Bédié assumera les conséquences des actes qu'il voudra bien poser. Parce que si Ouattara lui avait passé la balle de la succession à la tête de l'État, il n'aurait pas eu un tel discours. S'il a un plan de déstabilisation ou un plan dans lequel les enfants des gens vont mourir, mais Ossarès, qui se souviennent qu'Ossarès, qui a été un ancien nazi, a été capturé à 93 ans et on sait ce qui lui est arrivé. Donc Bédié, et il peut ne pas échapper à la justice internationale. Il ne faudrait pas que les gens lui disent non mais tu es vieux, maintenant on peut dire c'est faux. On est justifiable jusqu'à la fin de la vie. Donc j'espère qu'il a compris les discours de ces organismes. Mais comme il faut qu'il dise un discours, il faut qu'il dise quelque chose parce que dire que je suis contre ce que la CEDEAO a dit, je suis contre ce que l'Union africaine a dit, je suis contre ce que l'ONU a dit, je suis contre ce que le secrétaire d'État américain a dit, je suis contre ce que le ministre des Affaires étrangères de France a dit, et faire semblant d'appeler au secours le secrétaire général de l'ONU, c'est vraiment être inconséquent envers soi-même. Alors, monsieur Nieba, je vais vous poser la même question, c'est par rapport, disons, à la participation aux élections. Est-ce que, au regard du discours tenu par le président Bédié, avez-vous le sentiment qu'il ne prendra pas part aux élections prévues pour le 31 octobre 2020? Mais qu'ils prennent part ou qu'ils ne prennent pas part, Bédié, je me souviens de son discours en 1995. Il disait aux opposants que si vous ne voulez pas prendre part aux élections, prenez pas part tant que le résultat final n'a pas été comptabilisé. Je reste le président de la République en dehors de la dette légale des choses, de la fin de mon mandat, il a dit. Et c'est en cela même qu'il y a eu le boycott actif et tout ça.
Donc, aujourd'hui, qui parle de listing électoral pas digne, mais à cette époque, c'était encore grave. Il avait un conseil constitutionnel de parjure avec son ami Noël Némé. Et il a parlé d'une CEI inféodée. Lui, à son temps, il avait même refusé de mettre une CEI en place. C'est-à-dire directement, c'est Noël Némé qui lui donne le résultat. Et devant vous dire, on a dit que lui, il a eu 95%, comme si nous étions dans l'ex-Union soviétique. Donc, Bédier, c'est pas un homme crédible, c'est pas un homme digne. Mais je crois qu'il est fatigué. Il faut le lui concéder, il est fatigué, il ne sait plus ce qu'il fait, ça le fatigue. Mais le 31, c'est l'élection, non, on s'apprête à aller voter. Et que le meilleur gagne, même s'il y a Kakabe est aux prises avec Ouattara, que le meilleur gagne, c'est tout. Bédier n'a pas d'argent, le PDCI a beaucoup de situations difficiles aujourd'hui. Donc, il fait du faux fuyant pour ne pas se présenter, c'est tout. D'accord. Alors, on va passer encore à un autre élément, celui-là du ministre Marcel Amontano. Et puis nous revenons sur le plateau. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette Constitution, que cette Constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette Constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences, sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'arme des forts. L'arme des forts,
c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous venons d'écouter là le ministre Marcel Amontano, ancien ministre des Affaires étrangères de Ouattara. Quel commentaire faites-vous de cette réaction? Moi, je pense que c'est un discours, c'est une intervention qui n'en vaut pas la peine, et puis c'est un non-sens. Parce que en politique, il faut qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait de la morale. Il faut qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait de la morale. On ne doit pas passer le clair de son temps à être dans des complots, dans des trahisons, dans des médisances, surtout la politique africaine. On dira que, excusez-moi, je vous coupe pas, mais on dira que le ministre Amontano est très remonté contre son ancien patron. Ils ont passé 30 ans ensemble. J'arrive. Amontano est de ceux-là aussi qui disent qu'on aurait dû le choisir à la place de Amadou Koulibaly comme candidat, et ils se sont empressés comme Soro Guillaume pour partir vite de la barque. Donc, moi, ce genre de personnes, j'aime pas trop parler d'elle parce qu'il est rassasié, ils ont pris le pouvoir, il a occupé le poste stratégique, il était même sous Gbagbo déjà, il était ministre de la construction, il a fait beaucoup de gabégies au ministère de la construction et l'urbanisme, il a fait beaucoup de choses très, très, très mauvaises, on le sait, mais par respect pour lui, je ne vais pas en parler maintenant. Il était directeur de cabinet, tous les business et les mauvais coups au palais de la présidence, il a fait Ouattara fermer les yeux, il allait aux affaires étrangères, donc pour lui, il faut qu'il soit président de la République. Et c'est pourquoi moi, je ne crois pas à ce conglomérat de malhonnêtes personnes qui se disent des opposants. C'est pourquoi le stade n'est pas rempli, parce qu'on les connaît. Ils ont tous mangé au restaurant et aujourd'hui, ils sont rassasiés, ils essuient l'huile qui est leur bouche et ils font croire qu'ils n'ont rien eu. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'a rien à dire. Il pense qu'il a fait un choix qui l'a fatigué. Parce que, vous voyez, à Montano, il veut qu'on leur rappelle beaucoup de choses. Des gens d'origine ghanéenne. Et d'ailleurs, pour ce meeting-là, il allait prendre des parents au Ghana et il va le payer cher. Hein. La voiture est tombée, le car est tombé, les gens sont morts. Il connaît ses origines ghanéennes, il sait qu'il est du Ghana et il tient un discours pour dénier au président Alassane Ouattara la citoyenneté ivoirienne. Il dit qu'il nous rend, nous, notre pays. Aucun Ivoirien ne ferait aux Ivoiriens ce que Ouattara a fait. C'est-à-dire, il veut dire insidieusement que Ouattara n'est pas Ivoirien. Vraiment, ce monsieur, il est méchant. Et je demande aux gens de l'opposition de s'en méfier parce qu'il est de mauvaise moralité. Voilà, il n'est pas digne de confiance. Il reproche à son ancien patron, bon, son ami, je pourrais dire, son ancien collaborateur, pas patron, son ancien collaborateur, de lui avoir menti. Ben, peut-être qu'ils sont dans la même assiette où on leur dit ben, je vais te laisser le pouvoir, mais ça se dit en politique pour encourager la personne à beaucoup plus travailler, à donner le meilleur d'elle-même. On peut dire à quelqu'un, je vais te laisser le pouvoir, et puis à la longue, c'est comme un enseignant qui constate que dans la classe, celui qui est digne de confiance, c'est lui. Oufoué avait dit à Yassé qu'il allait lui donner le pouvoir.
Félix Houphouët-Boigny avait dit à Yacine Philippe qu'il allait lui laisser le pouvoir. Mais sur le chemin de la vie, le président Houphouët-Boigny a constaté que, bon, c'est un choix, c'est le cœur qui parle. Souvent aussi en dehors de la raison. Et Bédié, le pouvoir est tombé dans les mains de Bédié. Donc, tous ceux-là, ils n'ont pas de raison valable pour combattre Ouattara. Ils sont dans chose. Mais je leur dis, comme ils ne savent pas l'interprétation des discours diplomatiques, mais il y a plein parmi eux qui vont aller à la Cour pénale internationale. Et ils sont sur le chemin de la Cour pénale internationale. Nous ne voulons plus que nos compatriotes y aillent, mais dites à tous ceux-là qui sont droit sur le chemin, et il suffit de mettre, de faire une petite signature, ils vont se retrouver à la Cour pénale internationale où ils seront 10. Parce que la cour veut travailler. Il faut qu'il y ait toujours des gens. Et je pense qu'ils vont partir de Côte d'Ivoire pour peupler la Cour. Parce que c'est ceux-là qui ont mangé avec Ado au moment où des Ivoiriens allaient en exil dans des conditions difficiles. C'est les mêmes là. C'est à Montano. Donc, il n'a rien à nous dire, il n'a rien à nous apporter. Il fait du dilatoire. Il est dans le mensonge. Voilà. C'est-à-dire, il est dans l'ingratitude caractérisée. Voilà, il a mangé, il est rassasié, alors il faut qu'ils disent autre chose. Non, ces gens d'hommes, on ne les suit pas. Est-ce que cela ne pose pas véritablement la crédibilité, disons, d'une certaine partie de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, qui, de mon point de vue, n'a pas, disons, suffisamment d'arguments pour convaincre les Ivoiriens par rapport à leur projet de société? Mais ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de programme de gouvernement. C'est des gens, Mabry dit on devait me donner le pouvoir, Montano dit on devait me donner le pouvoir, Soro Guillaume dit on devait me donner le pouvoir. Je vous coupe pas, on va passer un extrait de l'élément vidéo du ministre Mabry et puis nous revenons sur le plateau. Le président Aimé-Henri Konan Bédié, à qui je renouvelle tout notre hommage. Et je voudrais associer à cet hommage mon grand frère, le président Laurent Gbagbo, qui manque pour le moment physiquement à cet appel. Je rends hommage également à mon jeune frère, le président Soro Kibafori Diom, qui n'est pas encore avec nous, mais qui sera avec nous. J'y associe mon jeune frère, le ministre Charles Blé Goudé, qui nous rejoindra lui aussi bientôt. Je voudrais me souvenir de mon aîné, le maire Akossi Benjo. Oui, leurs places sont à nos côtés et sont davantage quand, dans un élan patriotique sans précédent, nous avons à répondre impérativement à l'appel de la patrie, qu'ils soient assurés, ceux qui sont loin de nous aujourd'hui, mais qui nous suivent en direct, qu'ils soient assurés de notre détermination. Qui peut dire mieux? Nous sommes là et vous voyez toute l'opposition réunie autour du président Aimé-Henri Konan Bédié. J'ai entendu quelqu'un dire que dans leur équipe, dans son camp, la victoire était assurée parce qu'il y a les meilleurs joueurs du pays. Vous savez, nous qui avons grandi dans les quartiers, dans les villages, lorsque à 5 ans, à 10 ans, on a joué ensemble, même si après nous évoluons dans de grandes équipes différentes, on se connaît, on sait qui sait jouer, on sait qui est milieu de terrain, on sait qui est attaquant, on sait qui peut faire la passe, on sait qui va marquer le but. On se connaît. Et je voudrais dire à mon jeune frère de l'autre côté, Dagaré le connaît bien, je voudrais lui dire qu'on se connaît et que nous le voyons venir. Et quand on est dans certaines fonctions, il y a des discours qu'on ne tient pas, qu'on ne tient plus. Il y a des discours qu'on ne tient pas, comme quand on est avec ses amis en train de boire un thé à Abobo. Ils sont là
les hommes et les femmes du pays de la paix pour dire que jamais ils ne laisseront la Côte d'Ivoire être pris en otage par une équipe mafieuse qui ignore que ce pays a été construit dans le sang et dans la sueur de nos parents de toute la région. Les Ivoiriens. Grand frère Mabri, c'est Ouattara qui a serré ton cou. Oui, nous sommes ici pour dire aux tenants du pouvoir actuel que ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire existait avant eux et continuera d'exister après eux, et ce sera bientôt. Il y a quelqu'un qui pense qu'il est tellement intelligent que s'il n'est plus président de la République, ce pays va sombrer et disparaître. Nous devons lui démontrer qu'il n'est pas indispensable. Voilà, alors ça, nous venons de voir un extrait de l'allocution du discours, disons, du ministre Mabri. Quelle réaction avez-vous? C'est du folklore. C'est un discours démagogique. C'est un discours démagogique après 17 ans au gouvernement. Mabri est rassasié. Donc, lui qui parle d'équipe mafieuse, mais ça fait près de 10 ans qu'il est dans le gouvernement. Il est parti du gouvernement il n'y a même pas encore quelques jours, il n'y a pas encore plusieurs mois. Donc quand il parle d'équipe mafieuse, lui-même, il est mafieux. C'est un mafieux parce que nous savons les conditions dans lesquelles il a caporalisé le parti au compte de ses parents Yacouba. Ils ont chassé Akudo Yao qui allait implanter l'UDPCI, qui allait lui donner des bases régionales, nationales. Et lui, il est mafieux parce que ils ont failli assassiner Akoto Yao chez lui une nuit. Et les gens ont dit à Akoto Yao de se laisser habiter par la sagesse et de reculer. Donc, ce discours-là, c'est des gens assoiffés de pouvoir et puis tous, on ne peut pas leur faire confiance. Ce discours-là, on ne peut pas leur faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, même si Ouattara, on dit à Ouattara de s'effacer, et qu'on met un parmi eux, ça va être le même problème parce que tout le monde veut être président de la République. C'est pourquoi j'ai dit, humblement, je vais chercher 50 000 francs CFA. Je crois qu'un banc, ça devrait faire 50 000 francs CFA. Voyez, ce ne sera plus un fauteuil présidentiel, on va créer un banc. Donc, c'est des gens à qui on ne doit pas faire confiance, on ne doit pas leur prêter confiance. Ce sont de fausses personnes, de mauvaise moralité, qui se gousille. C'est lui-même Mabri qui est mafieux. C'est un mafieux et on ne peut pas lui faire confiance. Il ne croit même pas à ce qu'il dit. Voilà. Nous allons passer le dernier élément disons, Assoadou. Disons, la qualité n'est pas tout à fait bonne. Je crois qu'il y a eu des soucis techniques là-bas au stade Félix Houphouët-Boigny. Ça fait qu'il y a eu une espèce de délai dans, disons, l'intervention. On va l'écouter et puis on reviendra sur le plateau pour conclure notre émission. Et puis, voilà. Et nous ne sommes pas venus ici pour faire des discours. On a expliqué comment M. Ouattara a détruit ce pays, comment il a ruiné ce pays, comment il a détruit l'école, comment il a détruit la santé, comment il nous endette. Nous sommes ici pour dire ce que mes prédécesseurs ont dit, mais je vais appuyer sur deux. Un premier point, nous disons non au troisième mandat de M. Ouattara. Nous disons non parce que ce troisième mandat vient consolider, s'il réussit à le faire, le régime despotique
qu'il a instauré dans notre pays. Donc, il faut vous dire non et non au troisième mandat. Nous sommes là aussi pour dire que ce pays n'appartient pas à M. Ouattara. Il ne peut pas dire que Babo Laurent ne vient pas ici. Peut-il empêcher Babo de venir ici? Donc, si nous voulons ramener Babo en Côte d'Ivoire, si nous voulons empêcher le viol de notre constitution, alors, frères et sœurs, à partir de maintenant, nous devrons nous mobiliser, nous devrons nous rassembler. Monsieur le ministre. Désormais. Monsieur le ministre. Oui. Voilà, je crois qu'il y a eu un souci au niveau technique, au niveau des micros, qui mettait un peu un retard dans l'intervention de M. Assouadou, mais on a compris de façon générale les revendications, les mêmes, le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, disons le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers politiques, etc., etc. Quelle est votre réaction? Bon, ma réaction, c'est qu'il y a quand même de bons points dans ce qu'il a dit. Le retour des exilés politiques, la libération des prisonniers, ça c'est un bon point. Mais à ce stade de la compétition, demander que M. Ouattara, le président Ouattara, se retire de la compétition, c'est de la folie. Et puis, je voudrais remarquer quelque chose qui est très important. C'est pas parce que j'ai une diction ou une éloquence verbale que je me moque des autres, mais c'est un point que je voudrais mettre à l'honneur. Il est notoirement reconnu que M. Assouadou n'a pas la langue facile, n'a pas le parler facile. Or, quand on choisit de faire la politique, on doit avoir ce don de Dieu qui est la parole. Il faut pouvoir s'exprimer, même si on a les idées dans la tête, il faut pouvoir les véhiculer. Il n'a pas le discours facile, il n'a pas la facilité de parler. Donc, c'est compliqué. On a eu l'impression que c'est le micro qui avait des problèmes, et la technique, mais en fait, il ne sait pas parler. Pour dire terre à terre, il ne sait pas parler, il a ces problèmes-là. Mais le président Gbagbo se retrouve dans une situation qui est vraiment triste. Et quand il regarde dans ses compagnons, après Assouadou, après Abdourahmane Sangaré, c'est celui qui est ancien dans la lignée de ses camarades. Donc, il a choisi. Mais vous voyez même ses prestations sur les chaînes de télévision, on a l'impression que Assouadou parle comme un enfant de 4 ans. Quand on veut faire la politique, c'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre à s'exprimer, il faut apprendre à dominer le débat. Mais à plus de 70 ans, quand on ne sait pas s'exprimer, ce n'est pas devant le trône de Dieu céleste qu'on va bien s'exprimer pour avoir la grâce divine et aller au paradis. Mais je ne crois même pas que cet homme, ce ténébreux individu, puisse avoir accès au paradis de Dieu. Parce qu'il est très malade. Très bien. Voilà. Alors, notre émission s'achève. Alors, que devons-nous, M. Nguessan, que devons-nous retenir de ce meeting de l'opposition qui avait été annoncé comme un meeting vraiment de... Oui, ce meeting avait été annoncé à grand renfort de publicité. Et même, j'ai vu tellement de publicité. Le président Bédié qui a inventé un mot dans l'annonce du meeting, Youth, on ne sait pas ce qu'il voulait dire en parlant de Youth, demain à Youth. Donc, vous savez, c'est les plus grands bandits de Côte d'Ivoire qui se sont coalisés pour faire ce meeting. Mabry, c'est un bandit. Bédié, c'est un bandit, le surfactureur des complexes sucriers, un homme inconséquent envers lui-même qui dit que Ouattara devait me donner le pouvoir. Le pouvoir ne le donne pas, le pouvoir, il s'arrache. Assouadou ne sait pas parler intellectuellement, je doute de sa capacité même intellectuelle. À Montano, c'est un ingrat notoire. Afi Nguessan, de son vrai nom, Pascal Kaboré. Des gens comme ça, moi, je ne leur fais pas confiance, mais comme le peuple est analphabète,
à plus de 70%, bon, ils peuvent avoir le temps de se jouer des gens et tout ça. Donc, voilà, moi, je ne leur fais pas confiance. C'est un échec, un cuisant échec que nous tous nous avons vu. Ils ont fait l'occupation de ce stade de moitié. C'est-à-dire, c'est la moitié de l'occupation du stade. Donc, vraiment, ils ont échoué. Et qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, parce que la communauté internationale, il y a 2 jours déjà, leur avait donné le signal que la communauté internationale est dans la marche de la paix en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces troubleurs de l'ordre public, on leur dit de faire très attention parce que nous allons encourager leur déportation à la Cour pénale internationale pour bientôt. Est-ce que nous sommes en train de nous acheminer vers une élection dont l'opposition, que l'opposition va, disons, bouder, boycotter? Que pensez-vous? C'est pas ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. En 1995, il y a eu le boycott actif, mais Bédié n'a pas reculé. Il y avait le boycott actif. Toute l'opposition était dans le boycott actif. Il a tiré Vaudier vers lui et il est allé, Vaudier l'a accompagné et il s'est autoproclamé président à 95% des suffrages exprimés et il a donné un strapotin de poste à Vaudier, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, c'est des choses que nous savons. S'ils ne veulent pas se présenter, KKB ira aux élections. KKB que je voudrais saluer en passant, il ira aux élections. C'est un homme valable, c'est un Ivoirien. Et avec le président Alassane Ouattara, qui est Ivoirien. Donc, on aura le résultat au soir du 31 octobre 2020 et celui qui sera élu, il sera le président. Mais j'espère que là, d'ici là, ils se laisseront habiter par le Saint-Esprit. Je sais qu'ils sont dans des choses hautement diaboliques, mais ils se laisseront habiter par le Saint-Esprit cette fois-ci. Voilà, merci bien, M. Nyeba. C'est à vous, merci. Merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Amis auditeurs, vous qui nous avez suivis, je vous dis merci. C'est une plateforme qui est là, elle est libre. Hein. Celui qui veut faire, disons, son point de vue, son commentaire, il serait la bienvenue. En tout cas, M. Nyeba, merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Et puis, bonne soirée chez vous. Je crois que nous aurons l'occasion. Bonne soirée à vous aussi, Voilà, mes auditeurs, nous recevions sur notre plateau M. Nyeba Nguessan Isaac depuis le Canada pour faire, disons, un décryptage de l'actualité sociopolitique de notre pays. Il s'agissait de parler ce soir du meeting de l'opposition qui a eu lieu ce matin, 10 octobre 2020, à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Certains points ont été retenus dans les interventions. Le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara qui revient, la réforme de la commission électorale indépendante, la réforme du Conseil constitutionnel, et puis aussi les élections n'auront pas lieu. Voilà autant de points sur lesquels les opposants sont revenus une fois encore. Et donc, nous avions eu notre invité pour essayer d'en parler. Et donc, merci de nous avoir suivis. Notre programme continue. Et je voudrais dire à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent, celui qui a envie de parler, disons, de la situation sociopolitique de notre pays. Nous avons vu dans les commentaires certaines réactions. Et il va de soi que vous êtes la bienvenue sur ce plateau, qui est un plateau libre, qui n'a pas de pression. Et c'est le canal Nabo News est un organe, est un média qui est libre. Et donc, nous faisons notre, disons, petit bonhomme de chemin. Nous disons ce que nous pensons et nous avons l'occasion d'avoir ceux qui veulent dire ce qu'ils pensent ici. Et donc, si vous avez quelque chose à dire et que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, notre canal est ouvert à vous. Vous venez et puis vous dites ce que vous avez à dire. Voilà, cela dit, bonne soirée chez vous. Nabo News Radio, la radio qui rassemble.